fois, c'est vrai on a tendance à être nostalgique et à penser que c'était mieux avant. Et qu'avant, spontanément, les générations étaient plus solidaires les unes des autres. Et je suis tombée il n'y a pas si longtemps sur un texte qui datait du XVIIe siècle où on voyait que c'était un texte qui expliquait en fait à des gens, à des adultes, je sais pas, d'une trentaine d'années, c'est en tout cas destiné où il était expliqué comment perdre ses vieux dans la forêt. Enfin, voilà. De même qu'on pouvait perdre des enfants parce qu'on ne pouvait pas les nourrir, il y a eu une période aussi où les gens âgés étaient des bouches inutiles. D'ailleurs, c'était des bouches qui ont présenté plus de viande. Et alors, il y avait des raisons aussi, les gens âgés n'avaient plus de dents. Mais ce que je veux dire, c'est que aussi les bras inutiles, les jambes inutiles, l'être devenu inutile n'était pas forcément bien considéré. Et donc, il arrivait que ces personnes âgées soient donc perdues dans la forêt, attachées à un arbre. Et, donc, il y a je me suis un peu renseignée. Donc, on pouvait les attacher, les oublier dans les bois. Enfin, voilà. Donc je pense que il n'y a pas à partir sur cette question comment voulons-nous vieillir avec nostalgie. Je pense qu'on peut partir comme des pionniers avec plein d'ambition en se disant que bon voilà on a aujourd'hui la chance d'avoir devant nous plusieurs temps de la vie et il y a des modèles de vivre ensemble à inventer. Et vieillir, c'est pas forcément un fléau pour les sociétés, pour les générations. Enfin, je pense qu'il y a des choses à inventer. Donc voilà, en tout cas, c'est comme ça que je pense que ce sujet est intéressant. Avant d'attaquer vraiment le fond de ce qui m'amène, de ce sur quoi je vais vous parler, je voulais juste, bon, pourquoi je m'intéresse à ce sujet, enfin voilà, quelle est ma légitimité en fait, vous parler de ça. D'habitat pour les seniors. Donc effectivement, de par mon métier journaliste, ça fait longtemps que c'est un sujet qui m'intéresse et je dirais que ça fait à peu près 20 ans que je m'intéresse à cette question, mais pour des raisons, je dirais presque pour des raisons philosophiques aussi. Enfin, je veux dire, la question du vieillissement, ça questionne tout, ça questionne qui on est, comment on va être, c'est quoi la vie, pourquoi on vit, pourquoi on meurt, comment on va mourir, comment on va vieillir. Enfin, bon, déjà, rien que ça, enfin, c'est une entrée en matière. Et puis, j'ai aussi été intéressée par ce sujet bon, par le fait que je suis passionnée par les gens qui ont du vécu, une patine, des choses à raconter. Voilà. Et puis enfin, j'ai eu deux grands-mères très importantes pour moi. Si j'en parle, c'est pas pour parler de moi, mais c'est pour. J'y reviendrai tout à l'heure sur l'importance aussi de l'intergénérationnalité dans la culture intergénérationnelle pour s'intéresser en fait à ces choses-là. Donc j'ai une grand-mère notamment qui est décédée cette année à 103 ans et qui a vécu longtemps seule chez elle, puis elle a fait l'expérience de la maison, enfin l'EHPAD. Donc voilà, donc j'ai aussi, bon, c'est une expérience personnelle qui m'a touchée. Voilà, alors, donc c'est pas par opportunisme, c'est pas parce que ce serait une niche que les seniors, justement, comme vous le rappeliez, c'est un marché, c'est vrai que c'est un marché, mais pour moi, je ne considère pas que c'est un marché, enfin, c'est un intérêt vraiment d'être humain pour un État qui nous attend, je l'espère, parce que quand même, vieillir, c'est la seule chose qu'on a inventée pour vivre longtemps. Et donc je pense que c'est une chance de pouvoir vieillir. Il y a des tas de gens qui n'en ont pas, qui ne l'ont pas. Alors aujourd'hui, bon, quand même la question c'est vieillir certes, mais comment vieillir, où vivre pour vieillir le mieux possible. Quand on pose la question aux gens en général, enfin aux Français, mais c'est une question, enfin la réponse en tout cas est partagée par la plupart des Occidentaux, des Occidentaux individualistes qui avons pris l'habitude de penser à leur bien-être d'abord. Les gens disent je veux vivre chez moi. La plupart des gens veulent vieillir chez eux pour plusieurs raisons. Donc c'est vrai que les maisons de retraite, les EHPAD, comme on les appelle aujourd'hui, sont de tels repoussoirs
parce qu'ils sont prisonniers de préjugés. Moi, j'ai fait un reportage sur les professionnels des maisons de retraite, donc j'ai été voir ces lieux de vie et non pas ces antichambres de la mort, comme on imagine toujours que ce sont. Mais bon, malgré tout, les EHPAD souffrent d'une mauvaise image. Et surtout, bon, il y a ce qui nous blesse quand on n'y vit pas, c'est d'avoir l'impression que les gens qui y vivent ont dû renoncer, ont dû rétrécir leur environnement, n'ont pas pu choisir ce qu'ils voulaient garder, sont obligés de vivre avec des gens qui n'ont pas choisi, qu'ils n'auraient peut-être jamais rencontré dans la vraie vie. C'est le ghetto que ça nous donne à penser. Bon, dans les faits, ça n'est pas ça. C'est plus. Je défends souvent le travail des professionnels dans les maisons de retraite. Et encore une fois, ce sont des lieux de vie. N'empêche que lorsqu'on est, comme nous sommes aujourd'hui, au XXIe siècle, porteurs d'une culture et d'une habitude de vie, d'individualisme, où on est très content d'avoir ça démarre dès l'enfance avec les oui-oui, qui vit dans sa petite maison pour lui tout seul, avec sa petite voiture pour lui tout seul. Enfin, je veux dire, on a imbibé de ce goût-là. Eh bien, quand on vieillit, on n'a pas envie de changer. Donc, on a envie de poursuivre ce mode de vie. Donc, ça paraît logique de vouloir vieillir chez soi. Bon. Mais bon, le problème, c'est qu'on a une date de péremption. Et même si aujourd'hui on repousse, on reste jeune et vaillant longtemps, il y a quand même un âge où ça devient un peu plus difficile. Cet âge-là est plus jeune, est plus précoce si on n'a pas de santé, si on a une santé, si on est malade, enfin, etc. Mais disons qu'à partir de 80 ans, ça devient un petit peu difficile pour une personne qui n'aurait pas été malade. Il y a des fonctions voilà, pas tous les octogénaires, j'en connais qui vont très bien, mais disons qu'en moyenne, c'est un peu ce qui est situé, 83, 84 ans. Vivre seul chez soi, ça peut devenir compliqué pour toutes sortes de raisons, parce qu'on on perd une certaine autonomie, on peut plus se déplacer, on a peur de sortir, de faire ses courses, on peut plus bien se laver, ou la maison est difficile à entretenir, on se replie, enfin bref, il y a tout un contexte qui fait que de toute façon, on sait que vivre chez soi, il y a un moment, ce sera plus possible. Alors, bon, évidemment, il y a tous ces services de soins à domicile. Et on peut se dire, bon, bah, finalement, on en profitera. Mais bon, c'est les services d'aide toutes les auxiliaires de vie qui sont des personnes. Je suis en train de faire un reportage là, sur justement cette profession qui, elle aussi, souffre pas mal de méconnaissances, de préjugés. Ce sont des professionnels qui sont très mal payés, très mal considérés, pas très bien formés non plus, mais bref. Et pourtant qui sont souvent des derniers remparts contre l'isolement pour les personnes qui vivent seules chez elles. Mais toujours est-il que les aides à domicile, ça coûte cher. Donc si on a les moyens d'avoir du personnel qui vient souvent, c'est très bien. Sinon, on a droit, selon ce qu'aura établi, des services compétents qui auront évalué quels sont les besoins des individus. Est-ce qu'il faudra de l'aide à la toilette? Est-ce qu'il faudra... Bref. Et donc, il y aura alloué une certaine somme. Ces aides à domicile, elles ne viennent pas beaucoup. Enfin, il y a des gens qui n'ont qu'une heure par semaine. Et pendant cette heure, il faut tout faire, quoi. La personne qui arrive, elle a un peu de ménage, il y a du repassage, il y a quelques courses. Et puis la personne qui reçoit cette aide, elle est tellement heureuse d'avoir enfin quelqu'un qui vient la voir. Enfin, je ne fais pas du misérabilisme. Hein. Cette personne a sûrement la famille et des amis, etc. Mais bon, il n'empêche que l'auxiliaire de vie, c'est aussi une personne qui arrive avec de la vie, des bruits de la vie autour d'elle. Et donc forcément que ça génère chez la personne âgée l'envie de discuter. Et donc 1 heure, 2 heures par semaine, c'est beaucoup trop court. Et c'est frustrant. Enfin, je pense une dame, enfin, je monte des ateliers intergénérationnels autour du théâtre et de l'écriture. Et donc j'ai été amenée à rencontrer beaucoup de personnes âgées qui vieillissent chez elles, enfin, qui ont donc fait ce choix. Et qui
bon, qui attendent cet auxiliaire de vie comme un moment fort et qui sont toujours frustrés. Donc, parce que cette personne, du coup, doit escamoter le ménage si elle veut lui parler. Alors le ménage est mal fait, ou alors elle pourra pas repasser correctement, ou alors, enfin bref, en tout cas, entendre les relations difficiles parfois entre les personnes âgées et les auxiliaires de vie, ça met le doigt sur l'isolement terrible dont souffrent les personnes qui ont fait le choix de vieillir chez elles. Donc, comment vieillir? Que faut-il faire? Donc, aujourd'hui, beaucoup de professionnels de la gérontologie, ou en tout cas des élus politiques qui sont soucieux justement aussi de faire des économies. On peut pas... Comment amener les gens à prendre en charge ce 4e temps de la vie? Donc tout le monde dit qu'il faut anticiper. Il faut anticiper, donc il faut pouvoir se projeter à 80 ans, enfin comment on sera à 80 ans, comment on voudra vivre, comment on pourra vivre. Mais c'est difficile, il faut anticiper à partir de quand, comment se projeter dans soi, avec moins de compétences, enfin moins de capacités motrices. C'est difficile. Parfois, j'interroge ces personnes âgées que je rencontre en leur disant, je pense à une femme qui s'appelle Lucienne. C'est une femme qui a fait carrière à la sécurité sociale. C'est une femme je dis fait carrière parce qu'en fait, c'était une époque où les femmes ne travaillaient pas. Elle a travaillé toute sa vie avec son mari pour payer un pavillon dans la banlieue parisienne. Elle habite dans les Yvelines. Cette dame, c'est un petit pavillon coquet d'une ville rouge. Donc elle faisait partie des bourgeois de cette ville rouge, bien que ce soit un petit pavillon. Donc elle a payé ce pavillon, elle en est très contente, elle est très heureuse. Elle pensait qu'elle allait pouvoir, il était de plein pied, qu'elle allait pouvoir y finir son existence. Seulement, ce qu'elle n'avait pas prévu, Lucienne, c'est que son mari, qui lui conduisait, elle ne conduisait pas, est décédé, puis que son fils décéderait, son fils unique décéderait, puis qu'elle se fâcherait avec sa famille, enfin elle n'avait pas beaucoup de famille, mais voilà, et qu'elle aurait des problèmes cardiaques tardifs vers 80 ans. Donc cette femme dynamique, tonique, qui a toujours travaillé, qui avait un plan de vie, se retrouve aujourd'hui dans sa maison, dans son pavillon qu'elle a payé, dont elle est fière, où elle profite de l'ombre du cerisier chaque printemps, dès qu'il fait beau. Cette maison, c'est devenu un tombeau. Elle ne peut plus sortir de chez elle. Elle est loin de tout parce qu'elle s'est un peu isolée, justement. Elle est dans un quartier un peu résidentiel. Il n'y a pas de bus. De toute façon, elle ne pourrait pas le prendre vu qu'elle n'est plus en état de marcher. Elle ne sait pas conduire. Enfin, voilà. Et quand je lui dis, mais vous n'aviez pas prévu? Donc elle me dit, non, enfin, je n'avais pas prévu toute cette avalanche d'événements, quoi. Alors, c'est un exemple de quand anticiper, comment on fait. Enfin, et j'ai un autre exemple, c'est Jacqueline. Jacqueline, elle a 93 ans. C'est une dame qui a vécu à Brest non, pas Brest, je fais une erreur, une autre ville de Bretagne, c'est Saint-Brieuc. Et son mari faisait partie des Castors. Elle habitait dans le quartier des Castors, ces gens qui ont construit leur maison tout seuls. Donc elle connaissait tout le monde. Elle vivait elle a élevé ses enfants dans ce quartier. Elle n'avait jamais travaillé, mais elle faisait vraiment partie d'une petite communauté où les gens se connaissaient, se parlaient, s'entraidaient. Et puis vers 78 ans et demi, ces enfants qui étaient tous partis en région parisienne ont trouvé que ça suffisait, que leur mère était devenue trop âgée pour la laisser seule à la maison et qu'il était temps de prendre en main son existence et de décider pour elle qu'il fallait la rapatrier un peu plus près d'eux. Et donc ils lui ont trouvé un coquet F2 en centre-ville d'une ville nouvelle des Yvelines. Donc il est très joli, il est bien situé, il est confortable, voilà. Sauf que Jacqueline, elle connaît personne. Enfin, je veux dire, elle est arrivée, elle a quasiment 80 ans. C'est pas à 80 ans qu'elle va commencer à fréquenter des associations, à faire du bénévolat. C'est trop tard. Donc, les seuls liens vers l'extérieur, ce sont ses enfants qui sont très gentils, qui viennent, mais qui viennent en coup de vent parce qu'ils bossent, parce qu'ils ont eux-mêmes des enfants, parce que les transports sont compliqués. Donc Jacqueline, elle est chez elle, elle me racontait qu'en plus elle entendait rien chez elle parce qu'elle avait des doubles vitrages, donc elle entendait aucun bruit de la vie, c'était épouvantable, elle était complètement isolée. Et puis alors donc la seule possibilité
qu'elle a en fait pour tromper son ennui et son sentiment d'isolement, c'est aller faire ses courses plusieurs fois par jour. Donc elle fragmente. Le matin, elle va chercher son pain, puis l'après-midi, elle va chercher une plaque de beurre ou n'importe quoi. Enfin, elle se promène, elle va au centre commercial, elle aime beaucoup. Enfin, elle me disait, c'est comme ça que je vois un peu du monde, des gens. Voilà, mais alors donc Jacqueline, elle a anticipé qu'elle pourrait vieillir dans son habitat, mais elle n'avait pas envisagé que par amour, par un grand amour débordant, ses enfants finalement décideraient pour leur tranquillité. On ne peut pas les blâmer, c'est des gentils enfants. Sauf que bon, voilà, aujourd'hui, Jacqueline, elle est un peu... enfin, c'est difficile, la vie est difficile pour elle. Elle a l'impression d'être complètement anonyme dans une ville où personne ne la connaît. Donc la question, c'est comment anticiper, comment vivre. Le temps passe vite, la vie passe vite, on ne voit pas le temps passer. Alors, bon, un bon moment où on pourrait y penser, c'est l'âge de la retraite. C'est vrai que c'est un moment de redistribution des cartes où bon, on peut quitter une région où on a travaillé. Voilà, on est souvent amené à vivre dans des régions où il y a du travail. Donc c'est un moment où on se dit, tiens, on va repartir sur son terrain d'enfance, on va partir au soleil. Sauf que là aussi, beaucoup d'exemples et beaucoup de chiffres montrent que le principal ressort d'envie de partir, c'est pas la raison, c'est pas je vais choisir à 65 ans alors qu'enfin je suis libérée de contraintes professionnelles, de transport, etc. Pardon non, pardon, j'ai cru que quelqu'un me parlait. Maintenant que je suis libérée de contraintes professionnelles, les gens ont plutôt envie de se lâcher, plutôt envie de se faire plaisir. Donc c'est plutôt un moment où des gens, tout à coup, peuvent investir dans une maison plus grande. Ils ont pu vivre en région parisienne, par exemple, dans des habitats un peu... Voilà, il y avait du bruit, il a fallu supporter les voisins. Donc c'est le moment où on se lâche. Et c'est vrai que finalement, ce moment de redistribution de cartes ne joue pas forcément en faveur d'un choix d'habitat raisonnable pour son âge futur. Or, plus on retarde le moment où on choisira un habitat, plus ce sera difficile, quoi. Déménager à 75 ans, bon, ça veut dire qu'il faut se réhabituer à un nouvel environnement, c'est dur d'investir, c'est dur de se faire des contacts, même si on est vaillant, etc. Enfin, je veux dire, plus on a emmagasiné de souvenirs, plus on a crocheté des liens avec son entourage, plus c'est difficile. Donc la réponse, enfin, il n'y a pas une réponse, mais en tout cas, toutes ces petites tranches de vie que j'ai été amenée à interroger et ce que j'ai observé, bon, m'amène en tout cas à donner raison à ceux qui pensent que on ne peut pas choisir son habitat tout seul dans son coin, que choisir son habitat de demain, c'est une question qu'il faut se poser à plusieurs. Et c'est ainsi qu'il y a de plus en plus d'initiatives d'habitat regroupés, d'habitat groupés, de gens qui décident ensemble, pour toutes sortes de raisons, de se retrouver autour d'un projet de vie et d'essayer d'imaginer comment ils pourraient vivre ensemble en mutualisant les frais de l'habitat et puis en mutualisant les solidarités dont ils pourraient avoir besoin, les solidarités, l'entraide naturelle, tous les services qui pourraient se rendre les uns les autres, ou disons les services qu'ils pourraient financer pour rester autonomes et vivre longtemps. Enfin, et finir leur vie comme ça dans un regroupement. Alors des expériences d'habitat groupé, il y en a plusieurs, on les appelle de manière différente. Il y a le béguinage, il y a la colocation intergénérationnelle. Ça, c'est encore autre chose, intergénérationnelle. Mais disons qu'il y a le système des colocations, il y a des copropriétés, des décisions de gens qui achètent des espaces. Alors après, on peut trouver des structures, parce que y a des gens, on peut penser tout de suite qu'il faut beaucoup de biens, mais il y a des gens qui inventent des structures coopératives où chacun vient avec un prorata, on fait des arrangements. Enfin, voilà. Il y a toutes sortes de... Enfin, il y a une grande imagination en mouvement
actuellement en France, mais dans le nord de l'Europe, il y en a en Suisse. Enfin, moi, je suis suissesse, donc je sais aussi pas mal ce qui se passe en Suisse. Je le précise parce que vous l'avez peut-être remarqué. Il y a beaucoup d'expériences qui sont menées en Allemagne. Et bon, c'est une pépinière. C'est pour ça que finalement, aujourd'hui, penser à son vieillissement, c'est aussi son imagination au pouvoir, quoi. Se dire, bon, qu'est-ce qu'on peut inventer comme modèle de vie? Parce que derrière l'habitat, il y a comment on pourrait, encore une fois, s'entraider, rester en lien, rester des citoyens. Bon, et la question se pose d'autant plus aujourd'hui qu'on est dans un contexte économique où on sait bien que les gens qui vieilliront aujourd'hui n'auront pas le même train de vie que ceux qui sont âgés aujourd'hui. Ça sera vrai pour la plupart. On dit toujours que voilà, le marché des seniors, c'est un marché florissant, mais je pense qu'il le sera moins dans quelques années. Et qu'il va falloir qu'on trouve d'autres modèles de vie. Donc derrière la réflexion autour de l'habitat, il y a vraiment cette réflexion aussi. Comment vivre plus simplement en s'aidant, en essayant d'avoir une voiture pour plusieurs, une auxiliaire de vie pour plusieurs. Alors bon, il y a l'exemple des Baba Yagas que vous avez peut-être entendu, qui est un exemple très médiatisé. Bon, avec Thérèse Claire, qui est une femme formidable, qui s'est... je vérifie juste parce que je voudrais pas avoir estropié. Oui, c'est bien ça, c'est Thérèse Claire. Qui elle, était une féministe, qui a toujours eu des idées d'invention comme ça, et puis de bouger les lignes. Donc dans le projet des Baba Yagas, il y a une idée donc de se regrouper entre femmes. Là, il y a une volonté d'être qu'entre femmes. Chacune aurait un studio. Il y aurait des espaces collectifs. Quelques espaces collectifs seraient ouverts vers l'extérieur. Et puis surtout, bon, il y a une espèce d'accord, enfin de partenariat entre la municipalité qui a accordé un terrain. Il y a la CNAV qui avait aussi participé en considérant que ce serait peut-être moins cher de participer à l'édification d'un bâtiment. Et elle, en échange, les Baba Yagas proposent de faire du travail d'alphabétisation, de lutte contre l'échec scolaire. Enfin, il y a tout un échange. Bon, c'est un projet qui est en mouvement. Des comme celui-ci, il y en a beaucoup. Et si je me suis un peu appesantie sur celui-là, c'est qu'il est en germe beaucoup de points qui sont repris par tous ces projets qu'on voit fleurir justement d'un autre habitat. C'est qu'il y a l'idée oui, de trouver une autre manière de vivre, mais il y a aussi l'idée d'imaginer des lieux où la citoyenneté des individus resterait intacte. Parce que ce dont souffre, enfin, je veux dire, quand je parlais tout à l'heure de l'isolement, derrière l'isolement, il y a l'impression d'être un citoyen au rabais, quoi, de plus compter pour personne, de plus avoir d'importance pour personne. Personne n'a envie de vivre longtemps en vivant 30 ans, en ayant l'impression d'être un sous-citoyen. Donc dans ces projets d'habitat qui sont justement des habitats, on pourrait dire utopiques, mais qui sont donc dont certains voient le jour, il y en a qui existent, j'ai rencontré beaucoup de gens, il y a toujours cette dimension de volonté de rester citoyen. Donc il y a l'idée d'un échange aussi. Il n'y a pas que l'idée, on sera parqué dans un coin, on va habiter dans un village de seniors, on sera entre nous. Il y a une volonté de rester en prise sur le monde et donc d'imaginer comment y arriver, qu'est-ce qu'on peut imaginer. Donc les Baba Yagas, il y a cette idée d'échange, donc de troc finalement, de troc de services. Il y a d'autres innovations. Par exemple, je pense à une expérience à Berne, qui est la capitale de la Suisse, si vous ne le savez pas. Une maison qui s'est ouverte avec... ça, c'est une coopérative solidaire. Et c'est une maison qui s'est construite avec 7 appartements. Et il y a un bed and breakfast.
Donc en fait, le lien, et puis il y a aussi des espaces collectifs d'ouverture, on peut y entrer, etc. Mais le fait qu'il y ait un bed and breakfast fait que le monde extérieur rentre dans ce lieu et les habitants s'organisent pour tenir le bed and breakfast. Donc on peut aussi imaginer une structure qui ramène de l'argent, enfin de ne pas être forcément dans le bénévolat. Et puis, mais en même temps, on garde une ouverture vers les autres et un sentiment d'utilité, un sentiment de continuer à être bien en vie, dans la vie. Il y a des expériences, il y a aussi des expériences, là je vous ai parlé d'expériences qui venaient en fait d'individus, qui venaient d'impulsions personnelles ou de regroupements d'individus. Mais il y a tout de même des municipalités qui réfléchissent à la question, qui mettent en place des choses qui sont très intéressantes. Ça commence par, je pense, par exemple, à Épinay-sur-Seine. Bon, c'est un lieu dans une ville de la région parisienne, où là, on est dans un projet, enfin c'est une ville où le locatif social est important. Et donc comment permettre aux gens âgés justement de vieillir chez eux en restant en lien. Donc le maire, il a eu l'idée enfin il y a eu toutes sortes d'idées, mais il y a l'idée aussi du concierge social. C'était de définir, enfin d'inventer un nouveau métier qui serait comme son nom l'indique, des personnes dans des immeubles qui seraient des référents comme ça, qui seraient au courant un concierge connaît les habitants, mais qui serait là, il connaîtrait les habitants pour mettre en lien les uns avec les autres, pour savoir qui a besoin de quoi, pour essayer de tisser comme ça des relations entre les uns et les autres. Ce qui est une idée, je trouve, vraiment intéressante. Il y a aussi la piste de faire en sorte pour que les personnes âgées restent dans l'immeuble, mais pas toutes seules planquées dans un coin où on ne les verrait pas, c'est de leur proposer de rejoindre les rez-de-chaussée et de faire des échanges appartements. Donc les gens qui pouvaient vivre en étage redescendraient et donc au rez-de-chaussée seraient au cœur de la vie, de l'immeuble. Et on peut imaginer aussi des échanges, des échanges de services. Après, il y a des idées toutes simples, comme installer la boîte aux lettres dans un hall qui soit agréable, où on peut se rencontrer entre habitants et discuter ensemble. Enfin, ça peut commencer par là aussi, hein, le lien. Le lien, enfin, et l'envie de sentir une petite communauté de gens. Il y a l'habitat aussi qui a été beaucoup porté par une association qui s'appelle Habitat et Humanisme, qui cherche à créer, à construire ou à rénover des immeubles qui soient capables d'accueillir des gens à la fois en difficulté, enfin des gens qui n'ont pas de biens particulièrement, enfin des gens qui ne pourraient accéder qu'à du logement social, et puis des gens âgés. Et donc de créer comme ça une espèce de petite de melting pot d'individus avec des besoins différents pour créer de l'entraide. Et dans ces immeubles, il y a là aussi, alors c'est pas des concierges sociaux, ils s'appellent pas comme ça, mais c'est des référents sociaux. Et donc qui essayent d'établir des chartes de bien vivre ensemble. Si les gens qui sont candidats à vivre dans ce type d'immeuble doivent adhérer à certaines valeurs et doivent considérer que s'ils peuvent bénéficier d'un logement à loyer modéré, général logement très bien situé, parce qu'il y a pas mal de ces immeubles, enfin il y en a quelques-uns à Lyon, dans le centre de Lyon, qui se sont construits vraiment dans des quartiers vraiment bien centrés et très agréables. Donc les gens qui peuvent bénéficier de ces logements ont dû adhérer à certaines valeurs et dire bon ben je vois bien que c'est une chance de pouvoir habiter là, donc si je vis là, je suis d'accord de connaître mes voisins, d'entraider
les gens avec lesquels je pourrais éventuellement partager un appartement, parce qu'il y a aussi des appartements en colocation dans ces immeubles intergénérationnels, etc. Donc il y a beaucoup d'initiatives qui se prennent, que ce soit des initiatives... ces initiatives montrent qu'on n'a pas besoin d'avoir forcément de l'argent, un patrimoine très important pour imaginer un habitat. Encore une fois, si on se regroupe à plusieurs, si on invente une structure, on peut aussi choisir un habitat plus léger. On n'est pas obligé d'investir dans des maisons très coûteuses. En se regroupant, en essayant... Enfin, il y a beaucoup de choses qui se créent. Et les municipalités, beaucoup, sont en tout cas très ouvertes à ces initiatives, parce qu'en même temps, elles ont tout à y gagner. Je veux dire, on parle encore une fois souvent du vieillissement en termes de problèmes, car de coûts. Et en même temps, si les gens prennent en main cette tranche de vie et proposent, voilà, c'est notre projet de vie et on pense que, et ça coûtera au final moins. Il y a des municipalités sont en tout cas d'accord de dialoguer et de trouver des terrains, de trouver d'imaginer des structures et d'aménager des terrains. Alors bon, après il y a la question donc bon, on a envie de rester des citoyens, on imagine des habitats intergénérationnels, mais est-ce qu'on va tous bien s'aimer? Est-ce qu'on va bien s'entendre? Est-ce que l'intérêt générationnel, il suffit de le dire, il suffit de l'énoncer pour qu'il existe, quoi? Je veux dire, c'est pas parce qu'on décide de décloisonner les âges, de déghettoiser des quartiers, que forcément on va avoir des possibilités de communication, des envies d'entraide qui seront faciles, qui seront spontanées. Alors, bon, au cours de ces années d'enquête, et notamment dans l'intergénérationnel, enfin, parce que ça c'est un mot à la mode depuis au moins 20 ans, 30 ans, on l'entend à toutes les sauces, il ressort une chose, c'est que non, ça n'est pas spontané. L'intergénérationnel n'est pas quelque chose de spontané, c'est quelque chose qui relève de la culture. Et les personnes qui travaillent dans des projets intergénérationnels, que ce soit des projets artistiques, que ce soit des projets qui sont des professionnels du grand âge, ou des instituteurs qui ont l'idée de créer des rencontres entre des jeunes et des personnes âgées, enfin, on pratiquement toujours, pour point dénominateur commun, et ça c'est vrai, j'ai interviewé des gens en Belgique, en Suisse, enfin ça ressort toujours. Ces personnes ont pour point commun d'avoir eu de très bonnes relations et des contacts profonds avec des grands-parents, avec des gens âgés dans leur enfance, depuis tout petit. Donc c'est pas seulement avoir eu un grand-parent, on a enfin une père, deux pères, trois pères, c'est avoir eu des contacts, avoir pu vécu des choses, avoir eu une intimité, sortie dans l'espace public avec des gens âgés. Et donc, en ce sens, parfois on se dit, mais n'est-ce pas un peu anecdotique, n'est-ce pas un peu, je sais pas, une guirlande qu'on met en espèce de cache-misère sur une société individualiste, que ces ateliers intergénérationnels ou que ces visites de crèches dans des maisons de retraite, à quoi ça sert? Des fois, on peut se poser la question. Eh bien, on sème des graines. Je suis convaincue qu'on sème des petites graines et que plus les enfants, enfin plus les jeunes, enfin sont amenés à fréquenter, mais réellement, enfin ça commence par des grands-parents, mais ensuite c'est des gens âgés et qu'on mélange les âges. Moins on est raide sur des préjugés, plus on est capable de voir l'individu. C'est vrai aussi pour les gens âgés. Enfin, on lève les méfiances, on lève la méfiance, la défiance, tout ce que les générations peuvent se véhiculer chacune les unes envers les autres. Et donc on parle beaucoup du bien vivre ensemble. Bien vivre ensemble, je pense que ça se travaille. Et là aussi, les municipalités,
les politiques, quoi, ont un rôle à jouer. En ce sens, ce lieu est un endroit exemplaire, puisqu'il rassemble, il réunit, c'est un lieu ouvert, et c'est déjà un premier pas pour pouvoir se rencontrer, pour pouvoir se retrouver. Et, et donc je pense qu'il va falloir que dans les années à venir, nous cultivions vraiment ce rapport à l'autre qui est différent, qui est plus âgé, il s'agit d'enfants, mais aussi les gens âgés, enfin, aussi les considérer autrement. Enfin, donc c'est aussi les amener à sortir de leur réserve. Parce que ça, c'est une chose que j'observe en animant ces ateliers intergénérationnels, c'est que l'année dernière, par exemple, je monte ça avec un coéquipier notamment qui est donc autour du théâtre et de l'écriture. L'année dernière, on a travaillé sur un projet qui avait rassemblé 3 groupes d'âge, à la fois des personnes âgées qui vivaient seules chez elles, isolées, qui avaient été identifiées par des structures de villes nouvelles dans les Yvelines, un collège dans les Yvelines, donc des enfants qui avaient entre 12 et 15 ans, qui étaient volontaires, que des volontaires, et puis des adultes, c'était des aidants familiaux, des adultes, enfin les gens âgés étaient aussi des adultes, mais enfin ce que je voulais dire c'était des aidants familiaux, enfin c'était des adultes entre 2 âges, quoi. Et donc ces personnes-là ont travaillé dans des ateliers distincts, et puis nous amenions les personnes âgées au collège régulièrement où on mangeait tous ensemble. Donc ils mangeaient à la cantine scolaire. Et bon, c'est sûr qu'au début, les collégiens, c'était un petit peu l'attraction de voir ces gens âgés qui venaient, qui faisaient la queue avec leur plateau à la cantine pour manger des quenelles ou je ne sais quoi. Et puis ensuite, les jeunes se sont très très vite pris au jeu et se sont attachés parce que bon, après il y avait des discussions, puis il y avait les ateliers. Ils se sont attachés à des personnes âgées. Et il y a eu vraiment des espèces d'élan, des jeunes qui je pense à une jeune fille notamment qui s'est pris vraiment d'amitié pour une dame de 80 ans à peu près, à qui elle s'est mise à écrire, enfin, elle donnait du courrier pour elle faisait vraiment des déclarations. Et finalement, les plus grandes réticences venaient des gens âgés. C'est-à-dire qu'au début, ils ont trouvé ça chouette, et puis c'était chouette une fois, mais l'autre fois, c'était ah ben non, aujourd'hui j'ai autre chose à faire, quoi. Je vais danser, aujourd'hui il y a ma fille qui vient, je préfère voir ma fille. Aujourd'hui, enfin, on a eu du mal à s'engager dans cette relation. Et à ne pas considérer que cette activité, c'était pas, on n'était pas dans la distraction de consommation, c'était aussi décider d'avoir envie de faire un travail qui allait durer un certain temps, et puis qu'un échange, ça se construit. Et donc j'ai été surprise aussi par rapport aux idées reçues, finalement, que ceux qui ont été le plus assidus, notamment au cours des repas à la cantine, étaient les jeunes. Alors après, tout s'est bien terminé, mais il y a eu un petit moment comme ça de flottement. Donc quand je parle du bien vivre ensemble, bon, ça va dans les deux sens. Il n'y a pas que les jeunes qui doivent faire des efforts. Je pense qu'on sème des graines, et c'est important, et c'est utile. Et je pense que, encore une fois, ça n'est pas anecdotique, mais je pense aussi que les personnes âgées, les personnes vieillissantes, enfin, que nous serons, je dis les, mais c'est moi, demain, après-demain, enfin, c'est... Enfin, voilà, c'est toujours difficile de parler comme ça. Enfin, c'est qu'en vieillissant, on se raidit aussi, et c'est un travail permanent sur soi de rester au contact des autres. Et donc, je pense que le travail est aussi à faire dans le rang des plus âgés. Voilà, donc c'est un petit tour de piste qui vont peut-être vous donner envie j'espère, d'évoquer à la fois vos expériences, votre regard, vos envies, comment vous voyez, qu'est-ce que vous aimeriez comme monde demain pour nous, comment on pourrait
comment ne pas trouver terrible de vivre dans une société, parce que ça, c'est quand même la chose qui m'afflige le plus, c'est me dire, mais comment accepter que on vive, que tant d'êtres humains passent 30 ans sans... Enfin, c'est un capital humain dont la société se fiche, d'une certaine manière. Ça n'est plus... Il y a beaucoup de gens qui ne sont plus considérés comme une ressource du capital humain. Pourtant, c'est toujours des... Enfin, comment se fait-il que nous vivions si longtemps et qu'on soit d'accord d'accepter que des gens vivent de plus en plus repliés, retranchés, et que finalement, ils n'arrivent plus à accéder à l'espace public, on les entend plus, on les voit plus, on ne leur demande plus leur avis. Alors, eux aussi, parfois, ont envie de se retrancher, ils ont envie d'être tranquilles, ils sont fatigués, d'accord. Mais enfin, pour le vivre au cours de ces ateliers, c'est pour ça que je me permets de le remarquer, de le relever, la petite étincelle qui donne envie de repartir vers l'espace public, on peut vite l'actionner, enfin l'aiguillonner, la remettre en route. Donc ça, c'est une question, je trouve, qui me semble en tout cas très motivante, de se dire, bon voilà, tant qu'on est en vie, vivre, c'est formidable. Vieillir, c'est pas forcément un naufrage. Encore une fois, vieillir, c'est ce qu'on a trouvé de mieux pour vivre longtemps. Donc essayons vraiment de vivre, puis d'être le mieux possible sans être replié, repoussé dans un coin, et inventons des modèles de vie. Et en ce sens, encore une fois, la crise actuelle que nous commençons à découvrir pourrait être un tremplin pour toutes les imaginations. Voilà.